toujours, toujours le petit micro que j'oublie toujours. Salut les amis, salam alaikum, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle chronique hebdomadaire avec notre fidèle Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Eh ben, écoutez, merci en ce vendredi. Alors oui, les vacances pour certains, pas pour moi. Donc, tu as tous ceux qui sont en vacances, profitez-en, bonnes vacances, reposez-vous bien. Et comme d'habitude, les amis, toutes celles et ceux qui veulent participer à l'émission, donc vous connaissez la musique, je vous mets le lien sur YouTube, le StreamYard. Sur les autres plateformes, vous faites la demande. Et pour, bien sûr, contribuer à ce que la chaîne continue à vivre, le petit lien PayPal en description. Voilà, les amis. Monsieur Cohen, je vous laisse aller sur le sujet, comme d'habitude, hein, vous déroulez et après on commencera les questions. Merci, Monsieur Cohen, c'est à vous. D'accord. Donc voilà, j'avais envie de commencer parce qu'il y avait un article que j'ai envoyé au Wadi cette semaine sur un média judéo-sioniste, voilà, appelons-le comme ça, sur les actes supposés antisémites depuis le 8e siècle, depuis la création de l'islam. Bon. Et en fait, ça m'a donné envie de souligner le caractère foncièrement raciste de l'idéologie sioniste qui ne peut pas vivre en accord avec des idéologies étrangères ou des religions différentes. Enfin, je m'explique. Bon, c'est peut-être un peu embrouillé, mais je m'explique. Le sionisme s'est créé, s'est établi en Palestine au début du XXe siècle, mais avec l'idée essentielle, fondamentale, qu'il ne pouvait pas vivre avec les autres. Voilà, parce que sa crainte, c'était que s'il vivait avec des Arabes ou avec des chrétiens ou avec des minorités, qu'on allait à l'école ensemble, qu'on allait travailler ensemble, qu'on allait danser ensemble, il risquait d'y avoir des mariages mixtes et que ce peuple juif, bien que les sionistes au début du XXe siècle étaient athées, mais ils avaient cette notion de pureté ethnique, donc qu'il ne fallait pas se mélanger. Voilà. Et aujourd'hui, enfin, ça c'était à la base. Donc, dès l'installation dans les années, au début du XXe siècle, ils ont créé leurs propres villes, leurs propres écoles. Excusez-moi, j'ai oublié de l'éteindre. Leurs propres écoles. Par exemple, si un juif avait, mettons, un café et il avait un salarié arabe ou un associé arabe, ils allaient le voir et ils faisaient comme les mafieux. Ils lui disaient, écoute, tu vas renvoyer ton employé, sinon on va te brûler le café. S'il avait une imprimerie et il avait un employé arabe, c'était la même chose. Quand il crée des villes comme Tel Aviv, etc., des nouvelles villes, par Tel Aviv, il y a Rishon LeZion, etc. Enfin, il y a pas mal, Petah Tikva, enfin, bon, il y a pas mal de petites villes autour de Tel Aviv, et il refusait les Arabes. Par exemple, les kibbutzim, c'est soi-disant lieu de fraternisation communiste qui ont été célébrés dans le monde entier dans les années 50 et 60 comme les lieux de l'égalité parfaite, etc. C'est vrai, ils étaient ceux-là. Mais ils étaient interdits aux Arabes. C'est-à-dire un Arabe ne pouvait pas en faire partie. C'est en fait,
le sionisme s'est créé, c'est dans l'ADN du sionisme, il y a là une espèce de pureté raciale ou de pureté ethnique, bien qu'ils étaient athées. Voilà, ils n'étaient pas du tout religieux, mais ils refusaient dès le départ. Et donc, quand l'État d'Israël a été créé en 1948, l'État juif s'est tourné vers les pays arabes, une vingtaine, où il y avait une forte communauté juive. Au Maroc, il y avait 300 000 juifs. Au Yémen, je ne sais pas, peut-être 200 000. En Égypte, il y avait peut-être 100 000. Enfin, en tout cas, des communautés vraiment importantes. Le nouvel État juif s'est intéressé à ces pays arabes pour deux raisons. Un, essayer de faire venir le maximum des juifs des pays arabes, en les arnaquant, leur racontant des histoires, etc. Enfin bon, j'ai fait des vidéos sur les juifs du Maroc, et en les arnaquant parce que les juifs ne voulaient pas y aller, en fait, des pays arabes, ni d'ailleurs de l'Occident. Ça ne les intéressait pas. Je peux vous dire qu'au Maroc, les juifs, les sionistes sont arrivés en 1948, et ils ont commencé à quadriller, etc. Mais très, très peu de juifs s'en allaient. Très peu, vraiment. Ça ne les intéressait pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une espèce de... C'est presque du terrorisme juif pour rendre la coexistence judéo-musulmane dans ces pays impossible. Par exemple, il y a eu des attentats, on le sait, en Égypte, en Irak, des attentats en 52, 53, organisés par le Mossad pour faire partir les Juifs. En fait, il y avait la nouvelle idéologie sioniste voulait rendre, même si les Juifs des pays arabes n'allaient pas en Israël, beaucoup sont partis en Israël parce qu'ils ont été arnaqués, etc. Mais le sionisme voulait rendre impossible toute coexistence judéo-arabe dans les pays arabes. On est bien d'accord. C'est-à-dire, il voulait rendre la coexistence impossible. Pourquoi? Parce que, imaginez s'il y avait une coexistence judéo-arabe au Maroc, en Égypte, en Irak, au Liban, ça pourrait donner de mauvaises idées à ceux d'Israël. Je dirais, après tout, on peut très bien s'entendre avec les Arabes. Pourquoi faire la guerre? On peut trouver une solution. Et donc, il fallait quasiment obliger les Juifs à quitter ces pays, même pour aller, par exemple, les Juifs du Maroc sont partis au Canada, sont partis en France, parce qu'à partir des années 70, les Juifs du Maroc n'allaient plus en Israël. Ils ont compris l'arnaque et ils allaient au Canada et en France principalement. D'autres sont partis en Espagne parce que les Juifs de la zone nord parlaient espagnol. Et en fait, le même processus s'est produit, par exemple, avec les Juifs égyptiens. Certains sont partis en Israël, mais beaucoup sont partis en France, en Grande-Bretagne. En fait, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que le sionisme, l'idéologie sioniste, a tout fait pour empêcher toute idée de coexistence judéo-arabe. Voilà. N'importe où. Et surtout dans les pays arabes. Et même en Israël. Par exemple, en Israël, les Juifs et les Arabes ne cohabitent pas ensemble. Il y a quelques villes qui, historiquement parlant, parce qu'il y avait une minorité arabe forte, mais, par exemple, moi j'ai de la famille qui habite à Lod. Lod est une ville où il y a une minorité arabe de 30%. Mais,
parce que c'est historique. Enfin bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire de la ville. Mais ils vivent séparés. Les Arabes ont leurs écoles, ont pratiquement leur quartier, enfin, ont leur quartier, ont leur magasin, ont leur boîte de nuit, ont leur café. Ils ne se rencontrent pas. Voilà. Et même s'ils se rencontrent, ils se rencontrent comme des étrangers, comme s'ils ne parlaient pas la même langue ou comme des étrangers. Mais ça, c'est voulu. Par exemple, quand Israël a conquis la Cisjordanie, au bout de quelques années, depuis je ne sais pas combien d'années, soi-disant pour des raisons de sécurité, mais il fut un temps où les Juifs allaient en Cisjordanie, par exemple, tous les samedis pour faire leur marché. Ça ne posait pas de problème. Mais même ça, ça dérangeait les sionistes, parce que toute coexistence leur semblait, comment dire, aller à l'encontre de leur idéologie séparatiste, de la haine qu'ils veulent implanter dans les cœurs. Vous savez, par exemple, en Israël aujourd'hui, dans les villes mixtes, comme Haïfa, Lod, les femmes enceintes, quand elles vont à l'hôpital, quand on va à l'hôpital, normalement, juifs et arabes, bon, c'est le même hôpital. Mais les femmes enceintes, c'est devenu tellement, enfin l'apartheid, que les femmes juives sont dans une salle et les femmes arabes dans une autre. Avec la loi sur la loi du peuple juif, enfin la loi sur le peuple juif, je ne sais plus comment elle s'appelle, de 2018, j'en ai parlé. Il y a la notion aujourd'hui de ville ou de communauté juive, c'est-à-dire qu'ils peuvent refuser un résident non juif, même s'il est israélien. Donc en fait, ce que j'aimerais vous dire, que cette histoire qui sort aujourd'hui sur le passé judéophobe ou antisémite des musulmans, elle ne sort pas par hasard. Parce qu'au fond, si les Juifs ont survécu, vous savez qu'à partir du XIe siècle, l'antisémitisme s'est développé d'une façon fulgurante en Europe, à cause des croisades, enfin, surtout à partir des croisades. Tous les pays européens avaient adopté des décrets pour chasser les Juifs. La France avait pris, je ne sais pas combien, 10 ou 12 décrets royaux. L'Angleterre, pareil, etc. Les Juifs ont été chassés d'Espagne, du Portugal en 1492. Et ces Juifs sont partis où? Ils sont partis en Turquie, dans le Maghreb, qui les ont accueillis à bras ouverts, parce que l'islam était très tolérant. Mais même ce passé, on a envie de l'effacer. Voilà. Le sionisme est une idéologie qui n'accepte pas même un passé de coexistence. Aucun pays musulman n'a interdit son territoire aux Juifs, alors que les pays européens, pendant 5 ou 6 siècles, et je peux vous... l'Espagne, le Portugal, la France, la Grande-Bretagne, la Norvège, la Suède, l'Allemagne, ont pris des tas de mesures pour interdire l'existence des Juifs sur leur territoire pendant 5 ou 6 siècles. Alors que les musulmans n'ont jamais interdit un de leurs pays à la venue des Juifs. Voilà. Mais même ce passé, ça ne leur plaît pas aux sionistes. Ils ont envie de l'effacer. Et c'est pour ça que, d'où cette campagne aujourd'hui qui est menée dans les médias judéo-sionistes en disant, voilà, il y a un antisémitisme musulman depuis le 8e siècle, enfin, c'est-à-dire la naissance de l'islam, en donnant des exemples, etc. Et ils veulent, enfin, en fait, et malheureusement, enfin,
l'esprit juif ou judéo-sioniste, il est tellement travaillé par le sionisme. Bon, il faut dire aussi ceci, c'est que une bonne partie des juifs, au moins la moitié des juifs qui vivent en dehors d'Israël, au moins la moitié, se désintéressent totalement d'Israël, ou sont anti, ou ne s'intéressent pas au judaïsme. Ils s'en fichent royalement. Il faut le savoir. Et donc, mais pour l'autre moitié, ou l'autre tiers en tout cas, on veut leur inculquer l'idée, d'abord faire oublier avec genre la civilisation judéo-chrétienne qui n'a jamais existé. C'est une invention récente, genre jamais eu de civilisation judéo-chrétienne. Le juif n'a commencé à avoir une existence légale en Europe, en Occident, qu'à partir du 19e siècle, il faut le savoir. Mais on veut même l'histoire, on veut la réécrire. Le sionisme veut réécrire cette histoire, il veut inscrire dans le passé, dans les 15 siècles qui viennent de passer, il veut inscrire une hostilité fondamentale entre les juifs et musulmans qui expliquerait la situation actuelle et qui montrerait aux juifs, moi j'ai de la famille, enfin beaucoup de gens qui habitent en Israël, et les gens qui viennent du Maroc, ils savent comment on a vécu au Maroc, mais ils ont oublié. Il y a la nouvelle génération. Donc, on veut leur faire croire que toute coexistence avec les Arabes est impossible et que l'hostilité remonte à 15 siècles. Voilà, c'est pour ça que j'ai tenu, quand j'ai vu cet article, j'ai voulu le replacer dans le contexte historique et montrer à quel point le sionisme est une idéologie vraiment fondamentalement, viscéralement, une idéologie de haine, de séparation, d'apartheid, et qui malheureusement, je peux dire qu'elle a quasiment réussi dans son objectif, dans sa mission. Parce qu'aujourd'hui, soit les Juifs, que ce soit en Israël ou ailleurs, se désintéressent du problème et donc n'ont pas cette vision, enfin, ils s'en fichent, soit ils vivent en Israël ou ici et ils sont plus proches d'Israël et ils adoptent la même attitude vis-à-vis des Arabes. Et donc, comment dire, il va être quasiment impossible de créer ou de recréer une solidarité ou un front commun pour lutter contre cette idéologie de séparation et d'apartheid. Voilà. J'ai l'impression que vous voyez à distance. Alors, très bien, merci, M. Cohen. Non, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ah. Oui, donc, merci pour votre analyse concernant ce sujet. J'avais une question, moi, par rapport à, vous avez cité bien sûr les Juifs qui étaient au Maroc et qui ont quitté le Maroc. Et Oui. moi, la question que je pose concernant le Maroc, c'est est-ce que vous pensez que le sionisme a gangréné un petit peu les institutions de ce pays? Oui, c'est-à-dire qu'il a réussi à s'infiltrer. Bon, vous savez, André Azoulay, il est quand même là-bas depuis 45 ans, conseiller spécial du roi. Donc, enfin, il a quasiment une grande influence sur la marche du pays. Et en 45 ans, bon, avec les moyens que lui offre l'État, il a réussi à infiltrer les instances culturelles, économiques, politiques du pays. Mais en fait, il reste finalement, et c'est là où on voit la nature du sionisme, parce qu'en fait, il y a une infiltration, mais une infiltration, comme qui dirait, étrangère.
extra-marocaine. C'est-à-dire, c'est comme si on revenait à une forme de protectorat français. Le sionisme, même l'infiltration sioniste au Maroc, elle ne s'accompagne pas d'une fusion avec la population locale. Voilà. C'est ça la nature du sionisme, c'est de faire semblant de se rapprocher des Marocains, ils savent y faire, le sourire, etc. Mais en fait, d'abord, ils ont un mépris infini pour l'arabe. Donc, et moi, c'est ça qui, comment dire, m'étonne, comment une élite marocaine ou arabe, comment des gens instruits, des universitaires, ne savent même pas que les sionistes les méprisent, mais les méprisent à un point qu'ils ne peuvent pas imaginer. Pire que les Français au temps du protectorat, au temps de la colonisation. Voilà. Mais tant pis pour eux, hein. Enfin, je veux dire, tant pis pour eux. Voilà. Donc, en fait, c'est comme une présence qui est là en parallèle, une influence en parallèle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il y a quelques milliers de Juifs qui sont installés, ou d'Israéliens qui sont installés au Maroc, peut-être, je ne connais pas le chiffre, mais c'est une présence qui ne se mêlera pas, qui ne se mêlera jamais à la population marocaine. C'est-à-dire, elle se mêlera, même à un niveau militaire supérieur, économique supérieur, etc., elle ne se mêlera que d'une façon superficielle. Voilà. Mais comme partout, j'ai envie de dire, M. Cohen. Pas partout, parce que, non, parce que les Juifs en France, en Amérique, ils ont intégré, beaucoup ont intégré la société française réellement. C'est-à-dire sont devenus, à la limite, on pourrait, si je vous citais quelques noms, vous aurez du mal à dire ah c'est un juif. Par exemple, une fois, bon, j'ai écouté une émission sur le Moyen Âge par un prof de la Sorbonne. Bon, il y a quelques années comme ça, et c'était un juif, mais probablement un juif totalement. Enfin, il a un nom juif, mais il y a énormément de juifs, et je me disais. On dirait un Français de souche depuis je ne sais pas combien de générations. Non, c'est pas vrai. Depuis le 19e siècle, les Juifs en Europe occidentale, quand on leur a offert la possibilité de s'intégrer dans la société, il y en a qui sont devenus militaires, fonctionnaires, enfin de toutes sortes, des musiciens célèbres, enfin, vraiment, ils sont intégrés. Non, et ils sont parfois, on fait des mariages mixtes. Non, le sionisme est différent. Le sionisme, d'abord, il a un mépris pour le non-juif. Et je voulais indiquer au début, c'est-à-dire pour tout ce qui est étranger pour lui. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il estime que c'est presque une façon de se défendre, de défendre son autonomie, alors que le juif normal, enfin qui n'est pas sionisé, si vous voulez, qui n'a pas l'idéologie, qui ne succombe pas à l'idéologie sioniste, lui, il a cherché à s'intégrer à l'OCDE. Il y a eu des milliers de juifs, par exemple, qui sont allés faire la guerre de 14-18. Donc, en fait, alors que le sionisme aura tendance, à partir du moment où ces juifs, aujourd'hui, quand ils sont sionisés, ils s'éloignent de la société française. Ils se détachent de la société française. Et c'est ça le but des sionistes. C'est de détacher, par exemple, il y a 30 ans, il y avait une ou deux écoles juives en France. Aujourd'hui, il y en a des dizaines, je ne sais pas, peut-être 20, 30, 40. Mais ça, c'est l'influence sioniste, c'est-à-dire de créer chez les Juifs un sentiment de différence.
un sentiment comment dire, d'originalité, enfin de communautarisme. Alors que les Juifs, à partir de moment où on leur a donné la possibilité de s'intégrer, mais aux États-Unis, ils sont vachement intégrés, en France aussi, mais malheureusement, c'est le sionisme qui, avec son idéologie, avec le développement de la Shoah, etc., le développement des écoles, il faut voir le matraquage dans les médias juifs ici, depuis 20-30 ans, pour envoyer leurs enfants dans les écoles juives. Alors qu'avant, les Juifs allaient dans les écoles normales, au lycée, etc. Bon, il y avait deux écoles à Paris, par exemple, mais aujourd'hui, il y en a des dizaines. Voilà. Mais ça, c'est la nature du sionisme qui a fait changer la posture du Juif par rapport à la société dans laquelle il vit. Voilà. Très bien, merci, M. Cohen. Alors, il y avait Gilles qui voudrait prendre la parole. Je vais lui donner. Juste avant, les amis, sur TikTok, je vous invite, hein, vous êtes une cinquantaine là, à tapoter, partager le live, stimuler un petit peu l'algorithme. Et puis, il y avait aussi des questions dans le chat. Je vais donner la parole à Gilles et je poserai après une question qui est sur le chat. Vas-y, Gilles. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Eh bien, toujours un grand plaisir de trouver M. Cohen, un grand éminent. Et M. Cohen, j'avais une question. C'était une question plutôt sur un plan économique. Alors, en fait, si on regarde bien les actualités, on voit que de plus en plus, il y a une émigration des cerveaux d'Israël et des investisseurs qui vont dans d'autres pays. Et finalement, ceux qui restent en Israël, ce sont peut-être les plus extrémistes. Alors, est-ce qu'on ne peut pas craindre quelque part une totale destruction de la société israélienne, parce que tous ceux qui sont productifs s'en vont, mais les plus extrémistes, les plus sionistes, c'est ceux qui restent dans le pays. Alors, c'est surtout sur le plan économique, surtout qu'en plus, on a vu les dernières frappes de l'Iran et on a vu aussi que le poumon économique, la bourse au diamant, je ne savais même pas qu'il y avait une bourse au diamant en Israël. Bon, j'ai vu aussi que notre port, tout a été dynamité. En fait, ce pays est tenu à la gorge. Alors, sur un plan économique, quel est votre avis, M. Cohen? Merci. Merci à toi, Gilles. Merci. Alors, l'exode a commencé déjà depuis longtemps. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'Israéliens qui ne se sentent pas à l'aise dans cette société militarisée, ou faire 3 ans du service militaire, 1 mois chaque année, et puis on se sent à l'étroit. Mais, disons, c'était un mouvement peu important, mais quand même qui a toujours existé. Cependant, avec l'avènement d'un gouvernement d'extrême droite, et avec la guerre de Gaza et la guerre avec l'Iran, ce mouvement a connu une précipitation énorme. Il y a 1 an et demi, il y a le président et un prix Nobel israélien qui a parlé de fuite de cerveau. Pourquoi? Bon, j'ai publié il y a quelques mois la lettre très symptomatique d'un écrivain qui a 65 ans et qui, comment dire, c'est un peu l'image du sioniste d'origine. Parce que le juif sioniste d'origine, bien qu'il ait fait la guerre de 67 et de 73 et qu'il occupe, il a gardé, enfin en tout cas, il se croyait immunisé contre le colonialisme, l'apartheid, etc. Il voulait se donner cette bonne conscience, comme ces écrivains de gauche, humanistes, etc. Mais la guerre de Gaza, surtout l'élection de 12 députés d'extrême droite fascistes au gouvernement, a marqué une cassure énorme. Et donc, il y a eu déjà, depuis 2 ans, il y a énormément, à peu près, moi j'estime qu'il y a entre 30 000 et 40 000 qui sont partis. Bon.
La guerre en Iran a provoqué le départ, je ne sais pas si j'ai posté cette vidéo, d'une Israélienne qui est partie à Athènes, en Grèce, il y a quelques mois. Et dans le reportage, on parlait de 10 000 Israéliens installés à Athènes, de façon provisoire ou non, mais en tout cas 10 000 Israéliens. C'est énorme, c'est colossal pour une petite population, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a uniquement 7 millions de juifs en Israël, d'Israéliens juifs. 7 millions 2. Donc, et ça, elle avait l'air de cette mère de famille qui est partie avec ce. On ne voit pas son mari, mais en tout cas, elle avait l'air d'un cadre supérieur. Parce que pour aller à Athènes, louer un appartement ou acheter un appartement, donc il fallait avoir des moyens, un métier, etc. Mais 10 000 Israéliens réfugiés à Athènes. Et sans compter ceux qui sont partis à Berlin, ceux qui sont partis à Chypre, ceux qui ont pris un passeport portugais, ceux qui ont pris un passeport espagnol. Donc, et puis par exemple la destruction de l'Institut Weizmann, qui employait je ne sais pas combien de milliers de chercheurs. La destruction, on ne l'a pas dit beaucoup, mais de Microsoft à Beersheba, qui utilisait des centaines, sinon des milliers d'ingénieurs informatiques. Et donc, tout ce tissu socio-économique d'un niveau supérieur va va connaître une espèce de disparition lente, mais inexorable. Parce qu'il y a l'élément aussi qui s'ajoute, et d'ailleurs, dans leur argument, il n'y a pas que l'économie. Il y a cette atmosphère pesante du poids de la religion. Vous savez, des fois, j'utilise le terme, on aura un gouvernement en Israël dans quelques années qui appliquera la charia juive. Pourquoi pas? Forcément, parce que les juifs religieux, j'en sais quelque chose, ils font 8, 10, 12 enfants. Et les autres, ils sont soit homosexuels, soit ils font un enfant, maximum 2. Et sinon, ils partent. Et donc, forcément, ce pays va glisser inexorablement vers une société de plus en plus religieuse, de plus en plus messianiste, de plus en plus intolérante, fascisante, et donc qui poussera des Israéliens qui veulent vivre à l'européenne, parce qu'ils pensaient vivre à l'européenne au bord de la mer, mais ça devient de plus en plus impossible. Et, par contre, je suis incapable de dire, enfin, je pense que personne ne peut le dire, à quel rythme cela va se faire, mais ce processus a commencé il y a quelques années, a connu des accélérations avec le gouvernement d'extrême droite et la guerre avec l'Iran. On ne peut pas imaginer le traumatisme sur la société israélienne de 12 jours dans les abris, la trouille, les milliers d'appartements qui ont été dévastés, etc. On ne peut pas imaginer le choc psychologique que cette société a subi. Donc, tous ceux qui ont les moyens, la possibilité de partir, l'ont fait ou le feront. Voilà. Alors, à quel rythme ça va se faire, je ne sais pas, mais il est certain que c'est un mouvement inexorable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. Et donc, tout ce qui a fait la force de la société israélienne au niveau économique, technologique, industriel, informatique, va petit à petit s'affaiblir. Voilà. Et donner lieu à une société beaucoup plus communautariste, beaucoup plus religieuse, beaucoup plus hystérique. Voilà, c'est sûr que c'est une évolution qui va dans un sens sans retour possible, parce que l'extrême droite est là, non seulement aujourd'hui 12 députés, mais peut-être à la prochaine élection, ils auront 15 ou 16. Donc, il est impossible de revenir en arrière. Voilà.
Très bien, merci, M. Cohen. Alors, avant de donner la parole à Red, il y a une question qui était sur le chat. M. Cohen, que pensez-vous de la persécution du chanteur Bob Dylan qui a chanté Dead of the IDF? Il a reçu plus de critiques des Occidentaux que les meurtres à Gaza. C'est incroyable. Alors, attendez une seconde, je continue. D'ailleurs, M. Cohen, il y a plus de 100 journalistes de BBC qui viennent de signer une pétition car la rédaction les a obligés à écrire des articles pro-israéliens. On revient au problème fondamental. C'est quoi le problème fondamental? Je l'ai dit, et c'est que les sionistes se sont préparés depuis 1959, depuis la création des Sayanim. Ils ont tissé leur toile d'araignée sur la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, et avec succès. Aujourd'hui, ils tiennent à la gorge ces pays. Et malheureusement, dans l'autre bord, les gens se sont contentés de faire des déclarations ou de regarder passer les trains. Voilà. Il n'y a pas eu, et il n'y a pas, et à mon avis, il n'y aura pas, enfin de sitôt, je ne sais pas, de contre-pouvoir qui va revenir, vous savez, cette semaine, j'ai pensé à une chose. Je me suis dit, il y a peut-être 1 million de juifs au maximum dans l'Union européenne. Bon, 1 million. Et encore, quand on dit 1 million, il faut compter 500 000 qui sont impliqués dans le sionisme et 500 000 qui n'en ont rien à fiche. Bon. Il y a minimum 15 millions de musulmans, d'arabes, turcs, enfin ce que vous voulez, minimum 15 millions dans l'Union européenne. Voilà. Donc j'imagine que si on crée un groupe de pression de 15 millions, eh bien, je vous assure que ce qui se passe à la BBC, ben ça ne pourra pas exister. C'est une question de rapport de force. Voilà. Le rapport de force, les sionistes l'ont construit avec efficacité, avec intelligence. Combien de fois j'ai dit prenez exemple sur les sionistes? Voilà. Il n'y a pas de honte à prendre exemple sur des gens capables qui savent y faire, qui utilisent certaines méthodes et de les copier, de faire comme eux et de construire un groupe de pression. Voilà. Tout est question de rapport de force. Alors, merci, M. Cohen. Il y avait une question vous concernant, M. Cohen, c'est comment si je comprends bien la question, comment l'État marocain vous considère-t-il et comment vous traite-t-il? Je suis étonné de la liberté de parole. D'abord, je suis en France, donc je parle comme je veux. Peut-être que si j'étais au Maroc, vous savez, j'ai connu le Maroc de Hassan II quand même. J'ai enseigné à la fac pendant 10 ans, c'était l'époque de Hassan II. Vous savez, l'autocensure, je sais ce que c'est. Hein. C'est-à-dire comment, voilà, on n'avait pas de flic, il n'y avait pas un flic derrière chacun de nous, mais tous les Marocains, on savait ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait pas dire, etc. Bon, d'une part. Deuxièmement, je peux dire que depuis quelques années, peut-être depuis 5-6 ans, d'abord, je suis totalement ignoré par les médias marocains, de gauche, de droite, francophones, arabisants, ce que vous voulez. Alors, ça tient à ça tient à 2 ou 3 choses. Mes positions sur le Sahara ne plaisent pas, même si j'ai une position plus ou moins équilibrée, je crois, mais bon. Deuxièmement, je ne participe pas à l'enthousiasme populaire de la construction, de la paix, de l'harmonie judéo-musulmane, judéo-marocaine, israélo-marocaine, etc. J'y ai jamais cru et je n'y crois pas. Mais au Maroc, il faut faire semblant. Voilà, si on veut avoir de bonnes relations, il faut faire semblant. Il y a beaucoup, bon, je ne sais pas, ceux qui ont connu ces sociétés-là savent de quoi je parle. Il y a beaucoup d'apparence, voilà. Et je ne joue pas ce jeu-là. C'est vrai qu'on m'a tendu la perche
des fois, je pense, je me dis, oui, si j'avais joué le jeu. Par exemple, une fois, j'étais dans un avion Paris-Fès, c'était dans les années 2012-2013, et j'étais abordé par un proche, de André Azoulay. Et il m'a dit, Jacob, viens avec nous, on travaille pour la paix, etc. Enfin, il m'a fait tout un truc. Bon, si j'avais dit oui, je me dis, voilà, j'aurais pu aller être invité 2 ou 3 fois par an au Maroc, dans un hôtel 5 étoiles, et dire qu'il faut faire la paix, c'est formidable de faire la paix, etc. Mais ce sont des discours creux, parce que j'ai dit à ce type, OK, ça fait 20 ans que vous travaillez pour la paix, il y a combien de colons, de colons sionistes de plus depuis 20 ans? Et il n'a rien trouvé à dire. Bon. Donc, moi, je refuse de jouer le jeu. Voilà. Et donc, finalement, et même par exemple, une fois, il y a un organe qui s'appelle Maroc Diplomatie, quelque chose comme, je crois que c'est Maroc Diplomatie, et il avait, j'étais il y a quelques années, et il avait écrit un article en titre, Jacob Cohen n'est ni juif ni marocain. Voilà. Donc, et c'est un organe qui a de l'influence. C'est-à-dire, je pense qu'il n'aurait jamais écrit une chose comme ça s'il ne se sentait pas épaulé par les autorités. Et donc, finalement, bon, ils m'ont jamais fait. La dernière fois que j'étais au Maroc, c'était en 2020. J'ai jamais eu de problème parce que bon, je vois pas pourquoi ils me feraient des problèmes parce que les Marocains ne sont pas non plus, ils sont pas idiots. Pourquoi faire un problème à un écrivain alors que voilà, c'est pas, on n'est pas dans cette atmosphère-là. Enfin, je veux dire, je ne conteste. Enfin, je fais des conférences sur la Palestine et puis c'est tout. Je me mêle pas de politique intérieure marocaine. Voilà. Mais le fait de ne. D'ailleurs, c'est assez étonnant, enfin curieux. Je l'ai expérimenté avec mon dernier roman, La 26e tribu, sur l'introduction des sionistes dans la société marocaine, leur influence au niveau mémoriel, au niveau de l'accaparement des biens immobiliers, etc., etc. Et j'ai envoyé pratiquement à tous les médias marocains, à des tas de personnes, et je dis bien aucun. Il n'y a eu aucune réaction. C'est le complot du silence et de l'indifférence. Voilà. Voilà où j'en suis avec le Maroc. Très bien. Mais en tout cas, c'était une question pertinente et vous avez très très bien répondu. Donc merci à vous, Monsieur Cohen. Je vais donner la parole à Red. Red, bonsoir. Bonsoir Attitude, bonsoir Monsieur Cohen. Monsieur Cohen, moi, ma question va être très très simple, parce qu'on fait beaucoup l'amalgame. Est-ce que le fait que je sois antisioniste fait de moi un antisémite? Excusez-moi, vous pouvez répéter? Je vous disais, on fait beaucoup l'amalgame, donc j'aimerais savoir, moi, parce que pour mon information personnelle, ma culture générale, est-ce que le fait d'être antisioniste fait de moi un antisémite? Ah, non, pas du tout. Ça, c'est une fabrication intellectuelle du lobby pour faire passer, pour empêcher toute critique du sionisme. Parce que, je vais vous dire, dans les années 20, 1920, pour être précis, parce qu'on ne sait jamais, dans les années 1920, quand le sionisme a commencé à émerger, à envoyer des gens en Palestine pour construire cet État, etc., mais il y avait des tas de juifs, d'intellectuels juifs, d'hommes politiques juifs qui étaient antisionistes. Ça veut dire à l'époque antisioniste, ça veut dire ils ne croyaient pas dans la viabilité de cet État. À Tel Aviv, il y a une rue nommée après un grand intellectuel des années 20, 1920, qui s'appelle Hadam, et qui était contre un État, contre un sionisme politique. C'est-à-dire, il disait qu'il ne faut pas construire un État juif.
Et il fallait construire un sionisme, comment dire, il fallait développer un sionisme culturel, philosophique. Donc, on pourrait multiplier les exemples. Einstein, quand on lui a offert la présidence de l'État d'Israël, a décliné parce qu'il ne croyait pas, il était contre l'idée d'un État juif. Donc, il était antisioniste, il n'était pas antisémite. Hannah Arendt, pareil. Donc, en fait, il y avait tous les religieux juifs, toutes les institutions religieuses juives depuis 1940 jusqu'en 1948. Je répète, toutes les institutions religieuses juives jusqu'en 1948 étaient antisionistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles n'avalisaient pas, elles ne donnaient pas comment dire, le tampon il ne disait pas qu'il était contre un État juif parce que c'est contraire à la loi juive, à la religion. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça l'antisionisme. L'antisionisme, ça veut dire on ne croit pas au projet politique de la viabilité ou de la faisabilité d'un État juif. Voilà. Et parce que, déjà le fait, Hannah Arendt disait que si les Juifs faisaient leur État, eh ben, ils allaient se comporter comme n'importe quel autre État, allaient s'engager dans la violence étatique, etc. etc. Voilà. Donc, en fait, il y avait beaucoup d'intellectuels juifs, de rabbins. Moi, au Maroc, je me souviens très bien, je visualise même le lieu dans le Mellah, le ghetto juif de Meknès, où les sionistes avaient ouvert un local, en plein dans le Mellah, et les rabbins nous disaient, attention, méfiez-vous de ces mécréants, attention, ne leur parlez pas, etc. Donc, et c'est ça un antisionisme, c'est-à-dire, ces gens, nos dirigeants, nos dirigeants spirituels, nos rabbins, etc., ne voyaient pas d'un bon œil ce projet qui était contraire à la volonté divine. Voilà. Donc, soit pour des raisons philosophiques, soit pour des raisons religieuses. Il y a un livre célèbre de Yaakov Ripkin. Si vous avez l'occasion, en tout cas, il y a des vidéos de lui. Donc, on peut voir une vidéo d'une demi-heure et 1 heure où il démontrait que le sionisme est tout à fait incompatible avec la religion juive. Donc, tous les religieux étaient antisionistes. Cependant, à partir des années 70-80, les sionistes se sont dit, comme il y avait une critique de plus en plus grandissante de la colonisation, de l'occupation, et donc d'une remise en cause du projet sioniste, parce que le projet sioniste, il se confond avec la guerre, avec la domination. Il ne peut pas faire la paix. Bon, c'est pas notre sujet, mais c'est un peu l'idée. Et donc, ils se sont dit, on va, on va assimiler la critique du sionisme à de l'antisémitisme. Comme le sionisme concerne un État juif, donc si on est contre le projet sioniste, on est contre les juifs. Bon, et comme ils ont la maîtrise des médias et le contrôle sur les gouvernements, ben, ils ont réussi à faire admettre l'idée. Voilà. Très bien, merci, M. Cohen. Pardon, attitude de minute. Mais dans ce cas, pourquoi ramener ça à l'antisémitisme, M. Cohen? Excusez-moi, pardon? Pourquoi dans ce cas-là ramener ça à l'antisémitisme? Si je suis antisémite, pourquoi dans ce cas-là, on nous renvoie sur le fait d'être antisioniste, de nous dire, ah, bah, vous êtes antisémite? Ben, je vous ai expliqué, parce qu'ils ont ce sont eux qui font la loi. D'accord? Donc, eux, ils ont décidé, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo, je vous conseillerais de la revoir, il y a 4 ou 5 semaines, sur l'AIHRA. Voilà, c'est-à-dire c'est une institution liée à la mémoire de la Shoah et qui a défini ce que doit être l'antisémitisme. Voilà. Et oui, M. Cohen, on a, M. Cohen,
Oui. On en a déjà parlé, effectivement. Je vous renvoie, Voilà. effectivement, Red. Il y a des lives qu'on a fait sur ce sujet. Il y a peut-être 2-3 semaines, un mois. Tu le retrouves assez facilement sur la chaîne. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Cohen. Voilà. Merci à toi, Red. Non, j'ai juste renvoyé Red qui a posé la question aux émissions qu'on avait fait à ce sujet il y a quelques semaines. Voilà. Monsieur Cohen, vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Voilà. Il y a des questions oui? Oui, justement. Donc là, il y a notre sœur qui est là avec nous dans le chat privé. Je vais vous lire la question qu'elle a posée, Monsieur Cohen, et comme ça, tout le monde peut l'entendre en même temps. Donc, Oui. le rapport de force imposé par les courants sionistes en France montre une capacité à influencer durablement l'espace public. Lorsque les initiatives similaires sont portées par des acteurs musulmans, comme le cas du lycée Averroès, le projet avorté du Qatar en 2009, visant à financer les banlieues, ou encore l'association Baraka City, dissoute malgré son engagement humanitaire, elle se heurte rapidement à des pressions politiques et médiatiques. Cela révèle une inégalité flagrante. Oui. Alors, certains groupes peuvent dire... Oui. Alors, attendez, je finis juste comme ça, après vous pourrez répondre. Oui. Certains groupes peuvent agir en toute légitimité, tandis que d'autres sont systématiquement disqualifiés. Monsieur Cohen, vous dites qu'il faudrait prendre exemple sur les sionistes, mais comment cela serait-il possible quand toute tentative équivalente de la part des musulmans est immédiatement bloquée, surveillée ou diabolisée? Merci pour la question, Sarah. Allez-y, Monsieur Cohen, on a... C'est une question, encore une fois, d'organisation. Les musulmans ou les maghrébins, mettons les musulmans, parce qu'il y a des musulmans turcs, des musulmans africains, des musulmans maghrébins, etc. Ils vont disperser. Les juifs forment un bloc, ils se réunissent derrière le CRIF, voilà. Alors que les musulmans, il y a des youtubeurs, il y a des intellectuels, il y a la mosquée de Paris, il y a Oumma.com, il y a ceci, il y a cela. Chacun tire la couverture à lui. Et ils ne s'entendent pas quand ils ne se détestent pas, etc. Voilà. Et donc, évidemment, le pouvoir français, c'est du gâteau pour lui de combattre les musulmans parce que ils ne réagissent pas ensemble. Quand le pouvoir ferme un lycée, d'accord, imaginez, voilà, combien de fois j'ai dit, imaginez qu'il y ait un lobby ici, une organisation qui ait 3 millions de membres. Après tout, pourquoi pas? Il y a 6 millions de Maghrébins. Imaginons, il y a 3 millions de membres, avec 20 € par an de cotisation. D'accord? Ça fait, je ne sais pas, 20 millions multiplié par 3, ça fait 600 millions d'euros. Enfin, je ne sais pas. 60 millions d'euros de budget. Est-ce que vous imaginez la force de frappe? Ok, tu fermes un lycée, on en ouvre 10. Et on engage 100 avocats. Voilà. Et on va à New York, on va à Oslo, on va à Berlin, et on va avoir des sociétés de communication, de publicité, de documentaire. On a du fric et on a l'organisation. On achète un cinéma, on achète 10 cinémas. Voilà. C'est ça qui... Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que... Bien sûr, quand vous allez disperser, c'est normal, mais on peut vous taper dessus parce que on ne réagit pas ensemble. Il n'y a pas de force. Et tant qu'il n'y aura pas cette force commune, eh ben vous serez à la merci d'un pouvoir totalitaire qui fera ce qu'il voudra de vous. Voilà. Lorsque, moi par exemple, enfin, je ne sais pas, comment on peut renvoyer un Hassan Iqiyoussen? Et est-ce que, enfin, je ne sais pas, si la société maghrébine, les musulmans ne réagissent pas, je ne sais pas, moi, qui ne vient pas pleurnicher après. Oh, on ne nous respecte pas, etc. Mais pour être respecté, il faut le mériter, le respect. Le respect, ça se mérite. On se bat pour
on ne va pas venir vous le donner. Il n'y a rien qui se donne ici, en ce bas monde. Et surtout, le respect, l'égalité et la sécurité. Il faut se battre. Voilà. Alors, où vous avez ce qu'il faut pour se battre, bien, ben, tant pis, voilà, vous, eh ben, vous allez vous faire. Voilà, bon, écoutez, voilà, est-ce que vous avez compris l'idée? Voilà. Combien de fois je l'ai dit, et je ne sais pas, j'aimerais bien que. Moi, j'aimerais bien que tous ceux qui ont un site, par exemple, tous ces Maghrébins qui ont un site, ces intellectuels, etc., qui se mettent à parler de cette idée, voilà, qu'ils en fassent un objet de discussion, de controverse. Est-ce qu'il faut créer une organisation qui nous représente tous? Bon, en tout cas, une grande partie d'entre nous. Voilà. Est-ce on peut lui donner les moyens, etc. Mais tant que vous êtes séparés, eh ben, et donc, c'est pas, en fait, c'est parce que vous partez par exemple, j'ai la question ici, quand toute tentative équivalente de la part des musulmans est immédiatement bloquée. Elle est bloquée parce que vous ne représentez pas grand-chose. C'est ça le truc. C'est pas parce que vous êtes musulman ou maghrébin, c'est parce que vous êtes faible et divisé. Voilà. Mais si vous représentiez une force, enfin, je ne sais pas, imaginez une union des musulmans à l'échelle européenne de 15 millions qui dirait nous boycottons telle marque, nous boycottons tel pays, nous ouvrirons 100 lycées. Voilà. Nous sommes dans un état de droit, il y a des cours de justice européenne, etc. Et donc, il faut se donner les moyens. Quand je dis il faut prendre exemple sur les sionistes, c'est pas parce que les sionistes, c'est pas la méthode. La méthode, c'est quoi? C'est pas le but, c'est pas les moyens. La méthode, c'est s'organiser. Voilà. C'est-à-dire, avec quelques milliers de Sayanim, ils ont réussi à tisser une toile d'araignée sur le pays. Voilà. Eh bien, voilà, peut-être ça peut, je sais pas, ça peut donner des idées aux Maghrébins. Voilà. Mais tant qu'il n'y a pas une force capable, s'il y avait une force, s'il y avait, je sais pas, une association qui fait 1 million, 2 millions et qui a 10 millions de budget ou 50 millions de budget, lorsqu'on ferme un lycée à Véro-Ouest, on ouvre 10, je vous assure que le gouvernement français réfléchira 10 fois, 100 fois avant de fermer un lycée. Voilà. Mais seulement, il faut lui montrer, il faut lui dire, voilà, ben, tu fermes un lycée, on ouvre 10. Il y a un problème, on recrute 100 avocats, voilà, parce qu'on a du fric, on a les moyens et on va aller partout, on va faire de la pub, on va acheter des pages de pub dans les journaux, à la télé, etc., etc., et on va vous harceler. Regardez par exemple, je vais vous donner un exemple de la faiblesse des Maghrébins. Moi qui me... Enfin, je comprends pas, voilà. En 2018 ou 2019, je vais vous dire, il y a eu une affaire, une fac de droit de la banlieue parisienne. Ça s'est passé au mois de mai, 6 ou 7 ou 8 mai, voilà, 2018 ou 2019. Il y avait la fête de Shavuot, c'est une fête juive secondaire, vraiment secondaire. Et une fac de droit, je l'ai lu dans Le Parisien, donc ne me racontez pas l'histoire, on peut la retrouver. Bon. Il y a une fac de droit qui avait prévu un examen ce jour-là. Et puis, il s'est rendu compte qu'il y avait une fête juive. Bon, il y avait combien d'étudiants juifs? Peut-être 2%, 5%. Elle a dit, bon, ben, l'examen est reporté au 19 juillet. Pardon, mai, 19 mai. Ok, bon, même l'article, il disait, oui, il y avait des étudiants qui disaient, mais moi j'ai pris un billet d'avion, etc. Mais moi, si j'étais à la tête d'une organisation maghrébine d'1 million de gens, vous savez ce que j'aurais fait? Tous les jours, je dis bien tous les jours, pendant 1 an, tous les jours, j'aurais fait un communiqué. Tous les jours, j'aurais distribué à la télévision, partout. Tous les jours, j'aurais dit, voilà le favoritisme juif dans cette fac. Tous les jours, jusqu'à écœurer les responsables, Et voilà ce qui n'a pas été fait. Ce jour-là,
moi, j'ai publié l'information, etc. Des sites musulmans ont publié l'information, on disait que c'était pas bien, et puis ils ont fermé leur gueule. Je m'excuse de parler comme ça, mais ils se sont tus. Voilà. Eh bien, moi, j'aurais voulu qu'on le ressorte tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous savez, les sionistes, ils travaillent comme ça. Quand je dis les méthodes sionistes, c'est quand ils, vous savez, ils sortent, jusqu'à écœurer les gens. Pourquoi les gouvernants s'inclinent devant le lobby? Parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils reçoivent des trucs, et nous, et les Juifs, et la Shoah, etc. etc. Ils n'en peuvent plus. Alors ils disent, OK, on vous donne ce que vous voulez. Foutez-nous la paix. Voilà, d'accord. Ben voilà. Mais il faut se battre. Là, je suis désolé. Bon. Alors, OK, merci, M. Cohen. Alors, il y a peut-être une réaction de Sarah. Alors, selon vous, si les musulmans ne parviennent pas à constituer un véritable lobby, est-ce uniquement par manque d'organisation ou bien pensez-vous qu'il manque aussi de moyens financiers, de figures intellectuelles reconnues ou encore une réelle solidarité interne pour structurer une action collective efficace et durable? Alors, ils ont les intellectuels, ils ont les moyens financiers, parce que quand on est 5 ou 6 millions ou 7 millions, on peut facilement réunir 10 millions d'euros. Je suis désolé, hein, quand même, 20 millions d'euros par an. Ils ont les intellectuels, ils ont les cadres, ils ont le fric. Il manque le sentiment de solidarité. Est-ce que vous imaginez un Marocain avec un Algérien se battre ensemble? Bon, hein, j'en doute. Enfin, j'ai quelques doutes. Voilà. Ils n'ont pas cette idée qu'il y a des choses qui nous dépassent. Vous savez, il y a quelques années, 3-4 ans, j'avais fait une vidéo avec des Tunisiens. Et j'ai évoqué ce problème. Et je leur ai dit, voilà, vous pouvez vous mettre avec tel ou tel. Ils m'ont dit, comment nous mettre avec ceux-là? Mais ils ont trahi il y a 20 ans. Bon, eh ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, c'est la force du CRIF, c'est quoi? Il réunit tout le monde. Vous savez, imaginez une chose. Imaginez un rabbin. D'accord? Il y a des rabbins au sein du CRIF qui rencontre Gabriel Attal. Gabriel Attal est homo, d'accord. Ce n'est pas la question de mais l'homosexualité est condamnée à mort dans la Bible, dans l'Ancien Testament, d'accord. Bon, mais le rabbin qui a devant lui, qui se réunit avec un type qui commet un péché tel que la Bible condamne à mort. Mais le rabbin, il dépasse ce problème. Il se dit, pour le bien suprême d'Israël ou du peuple juif, eh ben, je m'associe avec un homo. Ou je m'associe avec Alain Finkielkraut qui viole le Shabbat. Violer le Shabbat, selon l'Ancien Testament, est passible de mort. D'accord? Donc, le rabbin, il se dit, je me réunis, je me bats aux côtés de quelqu'un qui viole le Shabbat, eh bien, pour le bien supérieur, eh bien, il faut trouver un moyen de mettre d'accord des gens qui ont, comment dire, un intérêt supérieur et qui est, la place de l'islam en France ou des musulmans et la Palestine. Voilà. Et je pense que et c'est dommage, c'est même pas un sujet. Moi, je regarde des vidéos où j'écoute des gens, des intellectuels, etc. C'est même pas un sujet. Enfin, détrompez-moi, dites-moi que je me trompe. Mais moi, je n'ai pas l'impression que ce soit leur priorité. Comment peut-on faire pour sortir de cette impasse? Voilà. Je n'ai pas l'impression que, par exemple, pourrait y avoir ce qu'on appelle des assemblées générales, enfin, je ne sais pas, des réunions, mais apparemment, à ma connaissance, ce n'est pas leur sujet principal, ce n'est pas leur problème principal. Et tant qu'on n'aborde pas ce problème, eh bien, vous savez, le gouvernement français, comme le gouvernement allemand, lui,
vis-à-vis des musulmans, pourquoi voulez-vous qu'il leur fasse… il a le lobby sioniste sur le dos. Donc, il se dit, OK, les musulmans sont faibles, ben, je vais les écraser. Donc, ce n'est pas une question de… Comment dire… C'est une question de rapport de force. Mais si les musulmans me posaient problème, si par exemple il y avait un lobby de 5 millions qui pouvait faire, mettons, chambouler une élection présidentielle, imaginez un lobby qui dirait aux 5 millions, votez pour tel candidat. Mais vous les verriez trembler devant vous. Vous imaginez une organisation qui peut mobiliser 5 millions pour quelqu'un? Voilà, par exemple. Je voudrais que les divers sites ou les intellectuels individuels ou les sites ou les youtubeurs prennent cette question à bras-le-corps et se disent, bon, est-ce que c'est possible de le faire? Par quels moyens le faire? Est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas, voilà. Peut-être que beaucoup, moi je remarque beaucoup d'individualisme, voilà. Mais, mais l'heure est grave. Parce que l'individualisme, c'est bien de faire un site ou une chaîne YouTube qui a 10 000, 20 000, 100 000, même 100 000 voilà, vues et tout. On a sa petite audience et tout. Mais je suis désolé, ça ne fait pas avancer la cause musulmane, ni la cause de la Palestine. Et le gouvernement, il est là parce qu'il cherche, il regarde le rapport de force. Il dit que pèsent ces gens-là? Pas grand-chose. Pourquoi je vais aller au-devant de leurs souhaits? C'est comme ça que ça marche. Comment l'Algérie a eu son indépendance? Voilà, c'est pas en pleurnichant, c'est pas en allant à l'ONU. Voilà. Eh bien, ici aussi, c'est pareil. C'est un pays libre, ça veut dire on peut s'organiser, il ne faut pas croire. Hein. Enfin voilà, on peut créer des associations, on peut ramasser du fric, etc. Il y a des institutions, sinon il y a l'Europe et tout. Mais il faut prendre conscience de ça. L'islamophobie a été créée, engendrée par le lobby judéo-sioniste dans les années 80. Je l'ai expliqué dans des vidéos, etc. Vous pouvez vous y référer. Mais à ce moment-là, je ne sais pas, moi, ça fait 20 ans que je le dis. En tout cas, ça fait au moins 15 ans. Voilà, depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Vous savez, j'ai fait une vidéo à Marseille avec Soral, où il y avait des centaines d'auditeurs en 2015. Je disais ça. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Voilà. Il faut poser les choses et il faut se dire… vous savez, l'attitude victimaire, bon, c'est… je veux dire, ne mène pas à grand-chose. Enfin, voilà. Le monde c'est le rapport de force. Voilà. Vous savez, on n'est pas dans les bisounours. Okay. Voilà. D'accord, merci M. Cohen. Alors, Moul Kipa, je ne sais pas si il veut intervenir, je vais lui donner la parole pour voir. Ton micro. Salut, non, je suis monté par rapport au son, il était mauvais en bas, je suis monté. Sinon, ok, très bien, tu n'as rien à dire? Non, j'écoute attentivement, c'est intéressant. Très bien. Mais après, dit par rapport à l'organisation, etc., moi j'ai l'impression plutôt que les gens ils veulent modifier la religion, tu vois, monothéisme, parce qu'il y a une religion qui vote sur l'autre. Donc je ne sais pas s'il y aura une solidarité, etc. Très bien, merci à toi. Monsieur Cohen, on arrive au bout de l'émission. Il y a juste peut-être une réaction encore il y a une réaction encore de Sarah qui a écrit dans le chat. Donc, d'accord. Je vais vous lire ce qu'elle a mis. Semble réussir à fédérer une grande partie de la communauté juive malgré les tensions internes.
bien connu, entre séfarades et ashkénazes, entre juifs laïcs et religieux, ou encore entre juifs et non-juifs, autour de questions d'identité et de politique étrangère. Comment expliquez-vous cette capacité à maintenir un sentiment d'unité et à peser dans l'espace public là où d'autres communautés comme les musulmans peinent à structurer une représentation cohérente? Quels leviers ont été activés pour dépasser les divisions internes et construire une force politique et symbolique aussi influente? Voilà. Et on conclura là-dessus, Monsieur Cohen. D'accord. Non, tout simplement, les Juifs ont compris. Bon, d'abord, les Juifs ont l'habitude, c'est vrai qu'ils ont construit le fait d'avoir vécu pendant 15 siècles dans des ghettos, soumis à toutes sortes de politiques, bon, etc., a construit un sentiment d'appartenance communautaire et de solidarité. Voilà. Bon. Alors que les musulmans, il n'y avait pas vraiment de raison d'être solidaires. Vous savez, par exemple, en Europe, au XIVe siècle, XVe siècle et XVIe siècle, par exemple, les catholiques se faisaient la guerre. Donc, il n'y avait pas de solidarité entre les catholiques. Les rois catholiques qui obéissaient au pape se faisaient la guerre. Et c'est la même chose avec les musulmans. Mais malheureusement, le problème ici, en France, mettons, prenons la France, c'est que les musulmans n'ont pas pris conscience, à mon avis. La preuve qu'ils n'ont pas pris conscience, c'est qu'il n'y a pas de débat. Enfin, à ma connaissance, encore une fois, j'espère que quelqu'un me dira non, mais à ma connaissance, ce n'est pas un sujet dont on parle dans les milieux maghrébins, dans les sites maghrébins, oumma.com, Beurre FM, etc., etc. Voilà. Et donc, à mon avis, c'est d'abord prendre conscience de ce fait, c'est-à-dire se dire que tant qu'on est divisé, on nous marchera dessus. Voilà. À partir du moment où on prend conscience de ça, on cherchera les moyens. Comment faire? Voilà. Est-ce qu'on peut, sur quelle base on peut discuter, se réunir, etc. Mais il faut d'abord prendre conscience de ce fait. C'est-à-dire qu'il faut, comment dire, c'est quasiment d'un intérêt, c'est presque une question de survie pour les Maghrébins. C'est-à-dire, si on ne trouve pas un moyen d'unir nos forces, on est perdu. Voilà. Et on nous marchera dessus. Et personne ne nous respectera. Voilà. Et donc, à partir du moment où il y a cette prise de conscience, par exemple, j'entends des gens qui disent « Ouais, l'islamophobie, c'est pas bien, etc. » Oui, il y a des Maghrébins. Bon, je ne citerai pas de nom. Enfin, bon. Très bien. Mais d'abord, personne n'a le courage de dire que l'islamophobie a été créée, développée à partir des années 80 par le lobby judéo-sioniste. Je comprends qu'ils ne le disent pas. Hein. Je ne jette la pierre à personne. Mais on peut faire en sorte, en tout cas, on peut assimiler l'idée, même sans la dire, mais on vit avec et on la développe. Vous savez, on peut développer une espèce de vocabulaire, de langage commun, codé, voilà, un langage codé entre maghrébins pour dire oui, bon, voilà, c'est arrivé parce que ceci, cela. Et prendre conscience, enfin, moi, je ne crois pas que les Maghrébins aient pris conscience de ce fait. Parce que, franchement, moi, ça fait, enfin, je vous ai cité la conférence, elle est assez fameuse de Marseille de 2015. Ben, j'ai l'impression d'avoir parlé en l'air. C'est-à-dire, je n'ai pas l'impression que cette conférence a été suivie de quelque effet. Voilà. Je regrette, hein, mais bon, il n'est jamais trop tard. Mais il faut se dire. Voilà, j'aimerais que ça devienne un élément de réflexion. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut s'organiser?
Est-ce qu'il est nécessaire de s'organiser? Comment le faire, etc. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Il y a tellement de divisions entre nous, mais nous vivons dans ce pays, donc ça facilite déjà les choses. Est-ce que vous savez, même entre Marocains, il y a des différences, hein, les Fassis, les Berbères, les Arobis, etc. Bon, d'accord. Mais est-ce qu'on peut trouver ici, parce que nous sommes en France, est-ce qu'on peut trouver une espèce de voie commune, encore une fois, concernant les deux problèmes qui nous concernent en priorité, la place de l'islam et des musulmans et la Palestine. Voilà. Est-ce qu'on peut oublier tous les autres problèmes, que chacun vive comme il veut? Il est communiste, il est arabi, il est ceci, il est cela, on s'en fiche. Est-ce qu'on est capable de se dire, nous allons travailler ensemble uniquement pour ces deux points qui nous concernent? Voilà. J'aimerais juste que, voilà, je lance un appel à ceux qui ont une influence dans le monde, dans les milieux maghrébins, musulmans, juste de mettre cette question sur la table. Voilà. Et de ne pas, encore une fois, de ne pas la pousser sous le tapis. Voilà. Très bien, merci M. Cohen. Ouais, bon, très bien. Ça a pris une tournure inattendue. On a fait le tour. Non, mais très bien, très bien. Il y a des bons commentaires. Ils ont apprécié votre analyse sur la question, sur les questions. Et puis, j'invite éventuellement les gens qui ont pris le live en cours, de vous abonner à la chaîne et de revoir le live depuis le début. Et concernant cette conférence, Monsieur Cohen de 2015, oui. Elle est facilement retrouvable ou pas? Je crois. Je vais essayer de retrouver le lien. Enfin, je pense. Hein. Je vais essayer de retrouver le lien. Alors, éventuellement, voilà, si on peut la republier comme ça, la repartager pour. Voilà. Bon, très bien. Merci à vous, M. Cohen. Bon week-end à vous. C'est moi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bien. Je vous souhaite une bonne soirée et merci pour votre écoute. Allez, ciao. Merci. Au revoir. Voilà les amis, donc merci à tous d'avoir participé sur Twitter, sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour revoir l'émission. Et excellente soirée, un bon week-end à tous. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.